Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation. C'est toujours un honneur d'être avec vous, avec les pneumologues. Alors j'espère que je ne vais pas trop vous barber avec le système immunitaire et les problèmes d'interaction cellulaire et moléculaire. Donc je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer avec ça. Et je vais commencer tout de suite. Alors, la définition, en fait, des moisissures, ce sont des champignons microscopiques qui émettent des spores de quelques microns, ce qui en fait des particules aéroportées qui sont rapidement inhalées et qui peuvent entraîner donc des symptômes respiratoires. Alors, les moisissures sont des pneumallergènes parce que du fait de leur taille et du fait de l'inhalation par les poumons, peuvent entraîner des symptômes allergiques. Il y en a beaucoup, mais les principales qui sont en cause sont les moisissures de type Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium et Candida albicans. Alors vous voyez qu'à côté de chaque nom, il y a une lettre M avec un chiffre, qui est en fait la nomenclature des allergènes concernant justement les moisissures. Molds en anglais. Alors, quelle est la répartition de ces moisissures? C'est une répartition qui est très ubiquitaire, qui est sensible aux conditions de réchauffement climatique général, ce qui fait qu'elles ont un impact sanitaire assez important. Ce sont des particules microscopiques que l'on retrouve aussi à l'intérieur des habitations. Et leur développement est influencé par des défauts de bâtiments, par des dégâts des eaux, etc., par l'humidité. Alors, comment se comportent ces particules microscopiques dans l'atmosphère? Il y a eu des études, diverses études. Alors, certaines études ont été faites en Afrique du Nord, en Tunisie. Alors, c'était en 2003, c'est une étude de composition fongique de l'air qui a été faite à Sousse, dans la ville de Sousse. Ça a été publié en 2010 sur la revue française d'allergologie. Et l'étude de composition a montré des spores d'Alternaria, de Cladosporium et d'Epicoccum avec un maximum au printemps et une corrélation significative avec la température ambiante, ce qui se retrouve pratiquement dans tous les cas pour les spores fongiques. Une autre étude a été faite plus récemment au Maroc, et c'était en 2012, revue française d'allergologie publiée en 2013, et cette étude a montré que Cladosporium était le taxon prépondérant, et leur explication c'était que la sporulation de cette espèce fongique reste abondante même en hiver. Donc le calendrier fongique finalement dépend des conditions météo locales et peut varier aussi d'une année à l'autre, donc en fonction des conditions climatiques. Alors comment se présentent donc les allergies aux moisissures? Enfin, comment se présente, c'est-à-dire la sensibilisation aux moisissures? Alors des études ont été faites en Tunisie, ça a été fait par l'équipe de Dr Chalfi, et qui a montré que sur un échantillon de 4700 patients, les allergies aux moisissures viennent en 5e position après les acariens, les pollens, les phanères et les blattes. Et Alternaria, donc c'est cette étude qui a été basée sur les prick tests, Alternaria est la moisissure qui donne le plus qui est prédominante donc, dans cette étude. Et on va retrouver ça dans une étude que l'on a fait nous-mêmes au niveau de notre laboratoire à l'hôpital Abdelrahman Memi, donc sur des prélèvements sanguins concernant donc les IgE spécifiques contre un panel de pneumallergènes, comprenant donc c'est un profil maghrébin, on appelle ça un profil maghrébin, mais comprenant donc les moisissures M1, M2, M3, M5 et M6. Et cette étude était à propos de chez 815 patients, donc revue dans la consultation d'Allergo entre janvier 2010 et décembre 2018. Alors ce que ça a donné, c'était 8% de prévalence, donc des IgE sériques anti-moisissures,
Et la réactivité anti-M6, c'est-à-dire alternaria, était la plus importante. À peu près ça, on dirait que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on vient de voir pour l'étude clinique sur les prick tests qui a été faite par l'équipe de Dr Chafi. Bien, alors après cette petite présentation sur les moisissures, on va passer à l'embêtement, c'est-à-dire au système immunitaire. Alors les réponses donc, immunes vont dépendre, donc ça c'est quelque chose de très important, des événements initiaux au niveau de l'interface entre l'environnement et le système immunitaire. Alors, si on parle d'environnement et d'interface environnement et système immunitaire, donc on parle de muqueuses. Et quoi de mieux que les muqueuses respiratoires, c'est-à-dire puisqu'il s'agit de pneumallergènes en général, donc ceci implique donc les cellules épithéliales et l'architecture des voies respiratoires, qui est étudiée maintenant et qui présente donc des particularités qui sont importantes pour décider, enfin disons, des événements qui vont venir après concernant les réponses immunes. Alors voici une représentation donc pour vous parler un peu de l'architecture pulmonaire. Donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais juste pour vous montrer que, disons que 3 zones, globalement, schématiquement. La première zone, c'est la trachée, qui est pavée donc de cellules épithéliales de type cylindrique et ciliées. Et à côté de ces cellules cylindriques, ciliées, bon, alors je ne sais pas comment ça fonctionne, ce bidule là. Tu appuies sur le bouton. Tu appuies sur le bouton à droite. Ah, voilà, très bien. Donc là, au niveau donc, de la trachée, donc les cellules ciliées, cylindriques et les cellules de Clara. Les cellules de Clara produisent du surfactant et des antiprotéinases. Et on va voir que les protéinases sont assez importantes dans les interactions cellulaires qui vont se faire avec les allergènes. La deuxième partie, la deuxième zone, ce sont les bronches et les bronchioles, où il y a un mélange de cellules assez nombreuses. Les cellules ciliées, donc les cellules cylindriques ciliées que l'on voit ici, les cellules de Clara que l'on retrouve, et les cellules caliciformes. Les cellules caliciformes sont des cellules qui vont produire du mucus. Alors, adossées sur une partie sous-jacente, les cellules vont se retrouver sur donc, une couche qui est la couche de cellules basales. Les cellules basales, ici, qui sont en bleu, sont des cellules qui ont une capacité d'auto-renouvellement, qui sont fixées sur la membrane basale par des intégrines et qui sont les progénitrices des différentes cellules qui sont au-dessus. Donc, quoi d'autre? Les cellules qui sont là, c'est-à-dire les cellules épithéliales, cellules ciliées, cellules de Clara, etc., sont reliées entre elles par des desmosomes, par des jonctions intercellulaires qui sont dessinées ici en bleu. La troisième zone, donc, c'est la partie alvéolaire, qui contient donc 2 types cellulaires. Un type cellulaire qui est le pneumocyte de type 1, qui est prédominant. C'est une cellule dont le cytoplasme est un cytoplasme qui est plutôt réduit et qui assure les échanges gazeux. Le deuxième type cellulaire, le pneumocyte de type 2, est une cellule qui produit du surfactant, et le surfactant est produit pour éviter que l'alvéole se collabe. Bien, alors, cette architecture donc, épithéliale est importante et a une particularité. C'est qu'il y a une asymétrie au niveau de cet épithélium qui fait que l'on a un pôle apical qui va sécréter et produire des peptides antimicrobiens, du mucus, du surfactant, des antiprotéases dans la lumière des voies respiratoires. Le pôle basal, par contre, va produire des médiateurs et des facteurs chimiotactiques qui vont recruter des cellules immunes dans le parenchyme pulmonaire. Ça va? C'est toujours comme ça, voilà. Donc voilà, le premier schéma que je vous montre est un schéma d'ordre général où vous avez ici donc les cellules épithéliales qui sont dessinées ici avec donc les fameuses ciliées. Ce sont des cellules qui sont en vert ici et
Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? C'est qu'elles ont des récepteurs membranaires. Ces récepteurs membranaires sont des récepteurs qu'on appelle les récepteurs PRR. Ce sont des récepteurs de l'immunité, ce qu'on appelle l'immunité innée. Alors qu'on va retrouver aussi, bien sûr, dans les cellules immunes. Ces récepteurs sont de trois types. Il y a les récepteurs PAR, c'est-à-dire des récepteurs qui sont activés par les protéinases, on va voir comment, et les récepteurs de type C, lectine C plutôt, au lieu de dire C-lectine, parce que C-lectine c'est autre chose. Et puis les récepteurs TLR, Toll-like receptor. Donc ces trois récepteurs, trois types de récepteurs, vont capter, sont des récepteurs de reconnaissance et de signalisation. Ils vont capter les antigènes qui sont là, les allergènes aussi. Et ça va entraîner une activation cellulaire, une activation de l'épithélium. Cette activation va être suivie ensuite d'activation d'autres cellules. Bien, on va passer à une autre image qui est un peu plus élaborée. Alors ici, vous avez toujours la même chose. Ici, ce sont les cellules épithéliales. Cette fois-ci, ce n'est pas le vert, mais c'est la couleur orange. Et des récepteurs qui sont exprimés sur la membrane donc, de ces cellules épithéliales. Alors, vous avez ici dessiné, donc c'est les allergènes qui vont entrer en contact avec les cellules épithéliales. Quelle est la particularité? C'est que dans les allergènes fongiques, vous avez une partie qui est oligosaccharidique, c'est-à-dire une partie glucidique, qui correspond au bêta-glycane, et qui sont reconnus spécifiquement, reconnus par des récepteurs qui sont les récepteurs de type lectine C, comme la dectine 1. Et puis le TLR2. Donc ça, ce sont des oligosaccharides appartenant à des allergènes fongiques reconnus par ces cellules épithéliales. Une fois qu'ils sont reconnus, la cellule épithéliale va s'activer. Donc c'est un signal de danger. Ces récepteurs vont entraîner donc une série d'activations, une série de modifications au niveau des cellules épithéliales. Il faut ajouter à cela que les allergènes fongiques et d'autres allergènes, les acariens aussi, ont des protéinases, c'est-à-dire ils ont une activité protéasique. Et ces protéinases vont directement aller attaquer les jonctions intercellulaires, c'est-à-dire les desmosomes qu'on a vus tout à l'heure, qui relient donc les cellules épithéliales entre elles. Donc directement, donc, l'intégrité épithéliale va être touchée. Il y a aussi un autre mécanisme qui est indirect, mais qui va passer par un autre récepteur. On a dit tout à l'heure qu'il y avait trois types de récepteurs sur les cellules épithéliales, les récepteurs de type TLR, les récepteurs de type lectine C et les récepteurs de type PAR, c'est-à-dire les protéinases activated receptors, les récepteurs donc activés par les protéinases. Ben justement, il y a des protéinases ici au niveau des allergènes fongiques qui vont donc activer ces récepteurs de PAR et ceci va entraîner à une modification au niveau des cadérines, qui sont donc des molécules qui interviennent dans l'intégrité de la cellule épithéliale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une desquamation, une altération de la morphologie des cellules épithéliales, et ça va ouvrir des brèches à travers l'épithélium. Ces brèches vont permettre donc à des cellules, qui sont des cellules professionnelles cette fois-ci, qui vont venir, c'est les cellules en bleu ici, ce sont les cellules dendritiques, qui vont capter donc les allergènes, qui peuvent passer par ici. D'accord? Donc, en fait, là, les brèches sont ouvertes donc, du fait de la composition donc, de ces allergènes, du fait de l'utilisation de leurs protéinases. Et ces brèches sont importantes parce que ça va permettre donc, un contact entre les cellules dendritiques et les allergènes. Alors, je continue. Voici un schéma qui représente à peu près la même chose. Sauf qu'ici, vous avez donc les cellules épithéliales donc, respiratoires, et donc vous avez les jonctions intercellulaires, et là vous avez une cellule qui ne ressemble pas aux cellules épithéliales. C'est une cellule dendritique. La cellule dendritique, c'est une cellule de présentation d'antigènes, qui est une cellule donc qui est au départ qui est immature. Alors comment elle va maturer et comment elle va être recrutée? Elle va être recrutée parce que les cellules épithéliales ici, qui ont reconnu donc des antigènes, des allergènes, vont se mettre à produire des cytokines. Alors, ces cytokines sont de différents ordres, et il y a donc le TLSP, le TTSLP, l'IL33, l'IL25, le GM-CSF, etc. À côté de ces cytokines, il y a ce qu'on appelle des chimiokines, des chémokines, qui sont le CCL2 et le CCL20.
C'est quoi ces chimiokines? Ce sont des cytokines qui sont chimiotactiques qui vont permettre l'appel, le recrutement des cellules dendritiques qui sont immatures. Elles ne sont pas là forcément, donc à l'état normal. Elles vont être recrutées grâce justement à la production de ces facteurs chimiotactiques. Et ce recrutement, donc, va aussi être doublé d'une activation de la cellule. L'activation de la cellule lui permet carrément de faire des jonctions intercellulaires et se retrouver carrément à prendre la place d'une cellule épithéliale au niveau de l'épithélium respiratoire, donc ce qui lui permet de capter plus facilement l'allergène. Et là, ici, la cellule dendritique, une fois qu'elle a capté l'allergène, elle va, en même temps qu'elle a reçu des contacts, enfin des signaux de la part de ces cytokines, acquérir des molécules membranaires qu'elle n'exprimait pas, qui sont l'OX40L. Alors c'est quoi l'OX40L? C'est une molécule qui va entraîner un phénotype particulier de la cellule dendritique. C'est un phénotype qui lui permet de faire la polarisation de la réponse de type T vers une réponse de type TH2. Alors, je pense que tout le monde sait maintenant que la réponse TH2, c'est une réponse qui est derrière les phénomènes allergiques que l'on voit, donc l'hypersensibilité immédiate. Donc, en fait, la cellule dendritique, une fois qu'elle a capté tous ces signaux, c'est-à-dire d'une part l'allergène et d'autre part les cytokines qui sont produites par les cellules épithéliales que vous voyez ici, qu'elle a acquis un phénotype avec une molécule qui s'appelle le X40L, elle est capable de présenter l'allergène à une cellule qui est le lymphocyte de type TH2. Et ça va se faire au niveau du ganglion avoisinant. Donc ici, vous voyez là, des cellules dendritiques qui sont en bleu, ici la présentation, polarisation vers une réponse de type TH2, donc vous avez les cellules TH2 qui sont activées, qui reconnaissent les allergènes de type fongique. Alors, autre chose, il y a aussi d'autres cytokines qui sont produites, des chimiokines, qui vont entraîner des recrutements d'autres cellules qui sont les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles. Il y a aussi des métalloprotéases qui vont entraîner un remodelage de l'épithélium respiratoire, ce qui fait qu'il y a énormément de phénomènes inflammatoires qui vont aboutir donc à ces transformations au niveau des cellules épithéliales. Voilà, c'est terminé. Non, c'est pas encore terminé, ça continue. Donc, là, ce que je vous montre ici, c'est un autre schéma qui est très compliqué, mais en fait, c'est assez simple parce que c'est pour vous montrer que les cellules dendritiques, que l'on n'a pas montré, on a montré les cellules épithéliales qui ont des récepteurs donc, de type TLR et PAR, etc. La cellule dendritique aussi a le même genre de récepteurs ici, qu'on en a ici. Donc, ce sont des récepteurs de type C-lectine qui reconnaissent donc des oligosaccharides. Elle a des récepteurs de TLR, mais là, en plus, des récepteurs du complément, des récepteurs qu'on appelle les récepteurs scavengers, littéralement récepteurs éboueurs, donc que l'on trouve sur les cellules dendritiques, mais aussi sur les macrophages. Donc tout ça lui permet en fait de capter, de reconnaître donc des antigènes appartenant à des champignons. Et ajoutons à cela qu'il y a des voies de signalisation à l'intérieur de la cellule qui vont entraîner donc des phénomènes de bactéricidie, de production donc, de dérivés de l'oxygène et de production de cytokines. Tout ça parce que la cellule, grâce à toute cette pléthore de récepteurs, elle a pu capter donc un signal de danger qui se trouve donc sur l'allergène qui est entré en contact avec l'épithélium respiratoire. Bien. Alors, ici, on est passé à une autre phase, c'est-à-dire qu'au départ, on était sur une interface entre cellules épithéliales et allergènes, avec juste des premiers événements qui vont faire que la cellule dendritique capte l'allergène, etc., production de cytokines, et polarisation vers le lymphocyte T de type TH2. Alors, voici le lymphocyte T, et voici le lymphocyte de type TH. Donc, CD4+. Alors, il y a donc ces deux cellules de type TH1 et TH2 qui se distinguent par des profils de cytokines qui sont totalement différents. À côté de ces cellules, il y a d'autres cellules qui sont aussi issues du lymphocyte TCD4, qui sont des cellules effectrices, TH17 et Treg. Alors,
TH2 donc est une cellule qui va produire l'interleukine 4, l'interleukine 5, l'interleukine 13 et va être donc délétère en matière donc d'activation et de reconnaissance des allergènes fongiques. Et ça va donner ces fameux les processus inflammatoires qui caractérisent donc ce type de maladie allergique. Par contre, d'un autre côté, la lymphocyte de type TH1 est une cellule qui va surtout entraîner une immunité à médiation cellulaire. À côté de cette cellule, il y a le lymphocyte TCD8 qui se distingue par des effets cytotoxiques et qui a deux sous-populations qui sont les populations CD8 17 et CD8-1 qui sont donc des cellules qui vont entrer probablement qui vont avoir un effet additionnel par rapport aux lymphocytes de type TH1, c'est-à-dire dans l'immunité à médiation cellulaire. Dans les deux populations qui restantes ici, c'est-à-dire les lymphocytes Treg et les lymphocytes TH17, TH17 c'est une cellule qui est pro-inflammatoire, qui est protectrice et qui va produire donc des cytokines de type interleukine 17 et interleukine 22 et qui va aussi agir sur d'autres types cellulaires comme par exemple les polynucléaires neutrophiles. Puis les lymphocytes Treg qui sont historiquement c'était les lymphocytes immunosuppresseurs qui produisent de l'interleukine 10 et du TGF-bêta et qui sont des cellules qui ont des fonctions immunorégulatrices qui vont empêcher donc que la destruction se perpétue et ça devient trop grave. Alors, c'est quoi ça? C'est l'immunité humorale. L'immunité humorale. Alors, on n'en parle pas beaucoup ici, mais en fait, il y a des mécanismes qui font intervenir donc l'immunité humorale avec des mécanismes d'opsonisation, d'activation du complément, qui sont efficaces, qui peuvent être efficaces dans la clairance des champignons. Toutefois, lorsque l'immunité humorale est déficitaire et déficiente, c'est généralement contrebalancé par ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire par les lymphocytes T que l'on a vu tout à l'heure, les lymphocytes TCD4 et aussi les polynucléaires, donc les granulocytes qui interviennent aussi grâce à leur arsenal enzymatique. Les déficits humoraux chez l'homme ne sont généralement pas susceptibles aux infections fongiques et c'est là où c'est donc que la baisse de l'immunité humorale n'est pas si grave que ça. Bon, alors, pour l'immunité humorale, donc lymphocyte B, production de 5 classes d'immunoglobulines. Les deux classes IgG et IgM sont des opsonines. Elles activent le complément. Elles peuvent avoir une activité antifongique directement fongicide, quoi. Et puis, vous avez l'IgA qui est importante dans les muqueuses. Alors, ici, c'est indiqué Candida albicans, parce que Candida albicans, c'est un pathogène c'est un champignon qui existe dans les muqueuses de façon prédominante. Puis, vous avez les IgE qui sont donc la signature de la réponse de type TH2 et qui est plutôt délétère. Bien. Je termine par les rôles effecteurs des polynucléaires neutrophiles. On a dit tout à l'heure que l'IL-17 est importante, même qui est produite donc par les TH17, est importante pour activer les polynucléaires neutrophiles. Et bien, lorsque la cellule dendritique ou bien un macrophage est exposée à des spores fongiques, et elle produit des cytokines de type interleukine 6, interleukine 23, qui vont agir sur des neutrophiles, une population de neutrophiles particuliers qui possèdent donc les récepteurs interleukine 6 et interleukine 23 et un facteur de transcription qui s'appelle le ROR gamma T. Ceci va activer le polynucléaire neutrophile et ça va entraîner donc une production d'interleukine 17 qui va avoir à la fois un effet autocrine et un effet paracrine sur d'autres cellules. Et ça lui permet donc de cette cellule, le polynucléaire neutrophile, d'attaquer, donc ce que vous voyez ici, c'est des mycéliums, des hyphes, qui appartiennent donc à des champignons, c'est-à-dire un stade avancé au niveau de la morphogénèse des champignons. Bien, alors je termine par vous parler il va y avoir une présentation sur le microbiote, je ne sais pas s'ils vont parler du microbiome. Alors, les micro-organismes fongiques qui sont persistants et qui sont colonisateurs forment le mycobiome, qui est une composante minoritaire du microbiote.
Alors, il y a des populations complexes de champignons qui ont été retrouvées par analyse génomique dans les différentes muqueuses, et elles sont très diversifiées au sein des muqueuses. Alors, ce qui a été le plus étudié, c'est le mycobiome intestinal. Donc, plusieurs variétés de champignons sont découvertes, et parmi lesquels il y a le candida, qui est pratiquement l'agent qui est le plus présent dans le mycobiome intestinal. Alors, les interactions de ces commensaux avec le système immunitaire sont peu connues, mais il y a un grand nombre de mécanismes humains qui sont impliqués dans la clairance des agents, des pathogènes fongiques. Et ceci a été particulièrement mis en évidence grâce à la découverte de mécanismes moléculaires qui étaient sous-jacents à des déficits immunitaires, où il y avait justement des infections fongiques qui étaient particulièrement sévères. Alors, Dectine 1, CARD9, IL-17 et IL-22 sont donc soit des récepteurs membranaires, soit des molécules de signalisation, soit des cytokines, qui sont importants justement dans ces mécanismes et leurs anomalies génétiques peuvent affecter donc le mycobiome. Alors, ceci est un tableau, justement, puisque je parlais de déficit immunitaire, qui dresse un peu les affections génétiques et les désordres de l'immunité antifongique. Alors, je vais aller rapidement, je ne vais pas rester trop longtemps. Alors, ici, par exemple, vous avez un gène qui est touché, qui est l'auto-immune régulateur, qui va entraîner des auto-anticorps, en fait, c'est des auto-anticorps anti-IL-17. Or, on a vu que l'IL-17 était importante justement dans l'immunité antifongique, et ça va donner une maladie qui s'appelle l'APCED, c'est-à-dire un syndrome où il y a une polyendocrinopathie, une candidiase et des anomalies cutanées. Donc la partie qui est affectée, donc c'est la peau, c'est les muqueuses génitales, les muqueuses en général, les ongles et la cavité buccale. Et ce qu'on trouve au niveau du mycobiome, c'est qu'il y a une perturbation au niveau du mycobiome avec une hypercroissance, donc une surpopulation de candidats, parce que justement, à cause de ce type de déficit immunitaire, enfin de syndrome, disons. Il y a aussi d'autres syndromes, d'autres déficits, comme par exemple ici des déficits qui touchent les récepteurs qu'on a décrit tout à l'heure pour les cellules épithéliales, c'est-à-dire les dectines, CLE7A, et ça donne donc une production qui est abaissée de l'interleukine 17 et une candidose, une candidiase, si vous voulez, mucocutanée chronique. Donc ça touche la peau, les ongles, etc. Et il y a encore ici une perturbation au niveau du mycobiome avec donc une croissance de candidats qui est très importante. Alors ici aussi vous avez d'autres déficits, donc au niveau de la voie de signalisation par le CARD9, STAT1, etc., IL-17, et tout ça, ça va aboutir donc à des perturbations donc au niveau de l'immunité antifongique et des perturbations au niveau du mycobiome. Bien, alors je termine pour vous rapidement pour dire que les agents fongiques, la connaissance des agents fongiques, de par leurs caractéristiques moléculaires, la lipophilie, la partie oligosaccharidique, l'activité protéasique, donc ces caractéristiques moléculaires jouent un rôle important dans leur déterminisme allergénique. Et grâce à leur reconnaissance par des récepteurs sur les cellules épithéliales, mais aussi par les cellules dendritiques, donc on sait beaucoup de choses actuellement sur les premiers événements qui entrent en jeu au cours donc des contacts entre des allergènes et l'épithélium respiratoire. Alors la compréhension de ces mécanismes moléculaires à l'interface justement allergène-récepteur, les voies de signalisation intracytoplasmique, production de médiateurs, pourrait surtout aider à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques en allergologie. Ça, c'est important. Enfin, je termine par dire que l'analyse de la composition des populations fongiques endogènes, c'est-à-dire la composition du mycobiome, et la contribution à l'homéostasie ainsi qu'au désordre inflammatoire constitue actuellement un vaste domaine à explorer. Voilà, je vous remercie.